Donc nous allons reprendre, et le premier orateur de cet après-midi, c'est Mathias Mellaerts, qui a une double compétence universitaire, qui est historien de l'art et qui a un master en gestion, et qui est depuis peu directeur du musée de la Fonderie à Bruxelles, que en tout cas les Bruxellois et Catherine apparemment connaissent bien. Voilà, Mathias, je te passe la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'accueillir ici, enfin de nous accueillir. On est venu en équipe. Alors oui, effectivement, donc j'ai repris le poste de direction à la Fonderie il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, donc c'est encore tout récent. Et dès le départ, voilà, donc j'ai été amené à travailler sur un gros chantier qui va nous occuper encore quelques années, qui est le déménagement des collections de la Fonderie. Et donc c'est de ça que je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors juste un petit mot d'introduction très général sur cette présentation. Ce matin, on a vu beaucoup d'intervenants avec vraiment une expertise remarquable dans la numérisation, avec beaucoup de solutions techniques très élaborées. Ici, le ton sera un petit peu différent. On se pose énormément de questions. On est confronté à plusieurs problèmes et on essaye en fait de définir les problèmes afin d'identifier nos besoins dans le but seulement d'y apporter des réponses. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vous propose de vous partager ici, c'est plus une photographie à un instant T d'une équipe qui est confrontée à des enjeux, à des difficultés et qui essaye d'y apporter des réponses. Voilà, donc je propose de diviser cette présentation en trois parties. La première, c'est une partie sur l'historique, en fait, de la fonderie, de la constitution des collections. Parce qu'une grande partie des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et des opportunités qui s'offrent à nous, puissent véritablement leurs racines dans le contexte de constitution de nos collections. Ensuite, je passerai en revue un certain nombre de difficultés et de contraintes vraiment liées à la gestion de notre collection, pour enfin aborder un certain nombre d'opportunités qui s'offrent à nous. Alors, le contexte de création de nos collections. Pour nos amis français, pour ceux qui ne le savent pas forcément, la région bruxelloise a été soumise à une véritable désindustrialisation massive à partir des années 1970, tout comme la région du Centre, tout comme la région de Charleroi ou de Liège, avec des départs et des fermetures d'usines, d'ateliers et de manufactures. Alors il faut savoir que donc, la fonderie est située sur le site de l'ancienne compagnie des bronzes de Bruxelles, donc compagnie qui était spécialisée dans la création de mobilier urbain en bronze et de sculptures monumentales. Une grande partie des sculptures monumentales, fin 19e, début 20e, que vous pouvez encore aujourd'hui voir à Bruxelles, ont été réalisées donc dans les ateliers de la fonderie. Alors, évidemment, la fonderie, tout comme l'ensemble des manufactures qui étaient situées à Molenbeek, fin 19e, début 20e, ferme progressivement dans les années 70, enfin tout au long du XXe siècle, mais avec une amplification dans les années 70, et bien évidemment une crise sociale et économique dont on n'est pas encore complètement sorti. À l'époque, cette crise sociale et économique s'accompagne d'un véritable désintérêt des pouvoirs publics. On peut espérer que ça change un petit peu aujourd'hui. Je reviendrai dans le cas de la constitution de la fonderie, c'est vraiment un élément constitutif, en fait, ce désintérêt des pouvoirs publics. Et alors, juste un chiffre pour dire qu'à l'époque, donc jusque dans les années 50, le secteur secondaire, donc le secteur industriel en Belgique, constituait encore 50% de l'emploi. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc voilà, le paysage que vous avez ici, c'est typiquement Molenbeek à la fin des années 70. Voilà, je pense que la photographie parle d'elle-même.
Alors, je vous le disais, donc dans ce contexte de fuite, de fuite véritablement des industries, le vieux Molenbeek est touché par une paupérisation croissante et par une véritable crise du logement. Donc les quartiers sont délaissés par les pouvoirs publics qui souhaitent en fait mener une politique de grands travaux, de spéculation immobilière et d'expropriation, notamment pour réaliser la percée du métro, et aussi dans une perspective du tout à la voiture, où très clairement on parle de raser une bonne partie du quartier du vieux Molenbeek, sans concertation des habitants. C'était sans compter une équipe d'irréductibles militants et citoyens qui décident de se mobiliser entre eux d'abord, dans le but d'alerter les habitants du quartier, dans le but justement d'un petit peu de créer une réaction populaire par rapport à ce projet de destruction de grande ampleur. L'ASBL La Rue, dans ce contexte, est fondée en 1976 et est constituée d'enseignants, de syndicalistes, de travailleurs. Au fur et à mesure de leur démarche, de leurs actions, de leurs manifestations, ils décident de se constituer en un collectif qui est le collectif du Vieux Molenbeek, qui sera reconnu en éducation permanente en 1977. Alors, ça c'est important de le dire, c'est que dans l'ADN en fait de la fonderie, qu'on connaît aujourd'hui comme musée bruxellois des industries et du travail, avant qu'on devienne un musée officiel, donc reconnu par la communauté française, avec toutes les missions qui incombent à un musée, on est une association d'éducation permanente, donc d'éducation populaire. Donc avant d'être un musée avec des collections, l'objectif de la fonderie est de porter un message citoyen et critique. Voilà. Donc qui commence ici, dont les prémices s'ancrent dans la prise de conscience qu'on est en train d'essayer d'exproprier des gens de leur quartier. Voilà. On est bien évidemment en contact à l'époque avec différentes associations qui sont toujours existantes aujourd'hui, dont l'ARO, qui continue sa mission de préservation du patrimoine bruxellois en matière d'aménagement du territoire. Alors, juste quelques instants sur cette photographie. Alors, ce n'est pas un montage, c'est une vraie photographie d'archives qui a été prise sur le site de la Compagnie des Bronzes. Donc, au tout début des années 80, quand les fondateurs du musée, dont Guido van der Hulst, sont arrivés sur le site. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est un plâtre. Donc, vous le savez, les bronzes étaient réalisés à partir de modèles en plâtre. Donc, vu que la Compagnie des Bronzes vendait ces bronzes, on a très peu de bronzes, fatalement, il n'y en a plus, vu qu'ils ont été vendus. On a en revanche encore beaucoup de plâtres. Et ces plâtres ont été trouvés en l'état, sous les décombres en fait, des bâtiments qui étaient véritablement en train de se détruire. Donc en 1982, le collectif La Fonderie du Vieux Molenbeek obtient le rachat du site par la communauté française, en l'état. Et en 1983, il y a une série d'objectifs qui se précisent avec la volonté de permettre aux habitants du quartier, qui ne sont pas consultés par les pouvoirs publics, de se réapproprier leur histoire. De quelle histoire on parle? On parle de l'histoire industrielle, de l'histoire sociale et de l'histoire ouvrière. Donc, je vous disais, une volonté d'éducation populaire, d'éducation permanente, avant d'avoir une mission strictement patrimoniale. Et enfin, et dans un second temps, une sensibilisation à l'histoire et au patrimoine industriel via la création d'un musée. Mais la création du musée intervient dans cette perspective d'éducation populaire. Et donc c'est dans ce cadre-là que les fondateurs du musée, qui sont des militants, en viennent à se dire qu'il y a un véritable travail de sauvegarde du patrimoine industriel, tant immobilier que mobilier, à créer. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister, c'est que le contexte
de constitution d'une collection industrielle est un contexte de sauvetage physique, hein, la photo en témoigne, mais c'est un sauvetage physique qui s'inscrit dans le cadre d'une vocation sociale. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que ça explique en partie la situation dans laquelle on est aujourd'hui et les contraintes auxquelles on est confronté. Alors, création de la fonderie, éducation permanente, constitution d'un musée, et qui dit musée, dit constitution de collection. Constitution de collection donc qui prend naissance dans un contexte de sauvetage, un contexte de désindustrialisation, où en fait, il y a plein d'ateliers de manufacture, il y a plein de friches industrielles qui sont véritablement laissées à l'abandon. Et donc, on a une poignée de militants qui entrent en fait dans ces friches, pas forcément en ayant tout le temps les autorisations. C'est important de le souligner aussi. Il y a des vidéos d'époque qui montrent des entrées sur des sites, oui, de manière franche, voilà, en poussant des portes qui n'étaient pas spécialement ouvertes. Et donc, de quel atelier, de quelle industrie on parle? On parle des industries et des entreprises du quartier. Alors, bien évidemment, on parle de métallurgie, de travail du métal, travail du métal d'art, la compagnie du bronze, mais également tout ce qui touche au commerce, au logement, aux mouvements syndicaux, aux loisirs, et plus globalement à la notion de travail en région bruxelloise. Alors, la spécificité des collections de la fonderie. On a la chance d'avoir des collections qui sont particulièrement riches en type d'objets. Donc, il y a de très nombreux objets, des machines-outils, des machines industrielles, bien sûr, aussi des modèles. Donc, je vous parlais des modèles en plâtre, on a aussi des modèles en bois. On a des plaques de verre, des affiches, des règlements d'atelier, des vêtements, des objets du quotidien, aussi un certain nombre d'archives. Donc je vous le disais, un contexte de sauvetage, un contexte d'urgence. Et encore une fois, donc on est face à des militants dans un contexte d'urgence qui n'ont pas forcément d'approche scientifique ni systématique. Par contre, ils ont une certaine vision de ce qu'est une collection industrielle. Ils sont bien évidemment sensibles à la valeur patrimoniale. À l'époque, dans les années 80, c'était véritablement voilà, novateur. Et donc, ils pensent cette collection en se disant c'est important qu'on puisse avoir, d'une part, des machines-outils, mais aussi des objets manufacturés par ces machines-outils. C'est également important qu'on puisse constituer, machines, objets, des témoignages oraux. On parlait des savoir-faire, de la trace des savoir-faire tout à l'heure, là où on y est, via la récolte de mémoire orale, des reportages photos, ainsi que des archives et de la documentation. Alors, dans le contexte, à l'époque, dans les années 80, on est véritablement dans une approche d'écomuséologie. On parlera plus par la suite de musées de société. Donc l'idée, dans une utopie à vocation sociale, c'est de se dire on va recréer sur le site de la Compagnie des Bronzes une activité semi-industrielle dans laquelle des gens en fait, vont pouvoir recréer des sculptures, recréer des objets en bronze, et le public viendra pouvoir assister et participer, bien évidemment, à tous ces processus. Alors, juste pour dire que cette action militante est étendue bien au-delà de la fonderie. Aujourd'hui, des bâtiments connus et reconnus comme Wilmansköpen, donc le WILS, le Centre d'art contemporain, et Tour et Taxi, participent du même mouvement en fait, de préservation du patrimoine industriel bruxellois. Alors, très rapidement, de quoi sont composées les collections de la fonderie? Les collections de la fonderie, elles sont réparties en deux sites. D'une part, le site du Plantin, donc, qui est situé à Anderlecht, qui est composé de halles industrielles, 5000 m² de halles industrielles, dans lequel on a répertorié environ 13 000 objets. Et enfin, du site du musée en tant que tel, qui est au 27 de la rue Ransford à Molenbeek, dans lequel on a environ 1300 objets. Sur le site du Plantin, environ 80% des objets sont inventoriés, et donc 20% sont non inventoriés. Dans les objets
inventoriés. Bon, on a toujours des objets qui sont en attente, donc ils ont un numéro d'inventaire, mais ils sont toujours en attente d'une identification plus précise. On a également énormément d'archives, hein, je vous disais, notamment des archives d'entreprise. Et on a aussi un certain nombre d'objets non inventoriés. Pourquoi n'avons-nous pas d'objets? Pourquoi tous les objets ne sont pas inventoriés? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, dans le contexte d'une constitution de collection muséale qui se réalise dans un contexte de sauvetage, on met les objets où on peut. Et quand on met les objets où on peut, parfois on est obligé de les mettre dans des endroits dont la sécurité ne va pas pouvoir être assurée au fil des années. C'est ce qui nous est arrivé ici. Donc on a une halle 9, vous avez le plan ici, donc la halle 9, elle est juste au-dessus de la halle 11, et on a des mezzanines. Voilà, c'est juste... Ah, ok. Et tu peux aussi avancer. Ah, ok, très bien. Hop, voilà. Mais donc, halle 11 et halle 9. Donc, ces halles ne sont physiquement pas accessibles dans un contexte de sécurité et de budget satisfaisant pour les équipes du musée ou des équipes externes. Et donc, l'accès à la collection et donc au travail de tri et d'inventaire n'est pas possible. Cela dit, 20%, ça reste peu pour une collection qui s'est créée dans un contexte de sauvetage. Par rapport aux objets qui sont inventoriés, alors deux grandes thématiques, la thématique de la vie quotidienne et la thématique du travail du métal, évidemment, hein, Compagnie des Bronzes. Et l'ensemble de ces thématiques se répartit en environ 1751 sous-domaines. Alors, donc, je vous disais, un contexte de constitution, dans un contexte de sauvetage, on est face à des gens qui sont passionnés, qui n'ont pas forcément une approche scientifique systématique. On est face aussi à un turnover qui est important, fatalement. On est face à une institution qui ne reçoit pas encore, dans les années 80-90, des subsides de manière structurelle. C'est le cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc beaucoup de turnover, des équipes qui changent, des procédures qui ne sont pas établies. Et donc ça fait chaque équipe réinvente et réécrit un petit peu la manière dont on va classer les objets. Et du coup, un déménagement avec des difficultés et des contraintes. La principale difficulté, évidemment, c'est la superficie, le volume, le nombre et l'accessibilité des pièces. Donc je vous ai dit 5000 m², 20% de ces objets ne sont pas accessibles. Il faut pouvoir trouver une solution à ça. C'est pas simple, je vais un petit peu le détailler après. Des infrastructures qui sont dégradées et outre le danger physique que constitue l'accès à certains endroits. Donc il y a des structures d'infrastructures qui ne sont pas stables. On a aussi une contamination qui est liée à différentes particules fines. Une contamination par des déjections à l'amiante, des métaux lourds, des éléments radioactifs. Et aussi une contamination à l'amiante. Alors cette contamination à l'amiante, elle est de deux types. Elle est interne aux objets, donc on a des parties en amiante dans les objets. On a aussi une contamination externe qui est liée au revêtement du toit de nos halles, qui sont d'anciennes halles industrielles, dont la charpente est métallique. Et sur cette charpente métallique reposent des plaques ondulées en fibrociment. Alors le métal, avec la chaleur, ça bouge. Le fibrociment en amiante, ça se brise. Et donc, ça répand une fine poussière d'amiante sur l'ensemble de nos collections. Bien évidemment, dans ce cadre-là, il est urgent de déménager ces collections pour des raisons sanitaires, dans un premier temps, mais aussi pour des raisons, évidemment, de conservation. Alors, on est face encore actuellement à un turnover du personnel qui est important. Il y a des difficultés budgétaires. Il y a ce qui fait que la politique d'encodage est difficile à mettre en place, donc on est encore en train d'y travailler. Je vous le disais, une grande mixité d'objets, matériaux, volume, poids, et enfin une politique muséale plus globale, qui est évidemment sur ces 13 000 objets la nécessité d'effectuer un tri relativement à la superficie. Le problème, c'est que pour pouvoir effectuer un tri, il faut avoir accès aux collections. Et quand les collections sont contaminées par de la poussière d'amiante notamment, voilà, on est face à un sac de nœuds dans lequel il faut prendre à bras le corps. Alors, je regarde le temps. Ok, il y a encore un petit peu de temps.
Ça, c'est le plan du bâtiment, du Stérop, dans lequel on devrait pouvoir amener nos nouvelles collections. Alors, vous pouvez le voir, la réserve actuelle, c'est 4500, 5000 m². La future réserve, c'est 1670 m². Donc, on a un travail d'optimisation important à réaliser par rapport à nos collections. Et ce que vous pouvez voir ici, donc dans la partie la modélisation, c'est le contenu de notre, je vais vous la montrer ici, de notre halle 3. Donc la halle 3, c'est la halle qui est tout au-dessus à gauche. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que sans optimiser le rangement de ces objets, le contenu de la halle 3 actuellement occupe quasiment l'entièreté de la surface de nos nouveaux entrepôts. Voilà, on voit très clairement, très rapidement qu'on a un vrai problème de surface auquel on va devoir répondre. Je vous disais, hein, donc, contamination par l'amiante interne et externe, des métaux lourds, des déjections animales, des champignons et des moisissures, parce que quand on est face à des revêtements de toit de fibrociment qui se fracturent, on est face à de la pluie qui entre dans certains endroits dans les collections, ce qui implique qu'on peut avoir des champignons et des moisissures, en plus du reste. Et typiquement, voilà, problématique liée à l'amiante, elle est aussi liée à la superficie. Donc ça, c'est vraiment, on est en train de travailler pour le moment avec l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, sur une stratégie logistique, hein, véritablement, on en est là, de traitement de l'amiante dans nos collections. Donc je vous disais, on est limité par rapport à la superficie au sol. Or, si on souhaite désamianter nos collections, on doit pouvoir les faire dans un sas fermé, hein, hermétique, et on doit surtout, une fois qu'elles sont décontaminées, les emmener dans une zone qui n'est pas contaminée, et donc qui est aussi hermétique. Ce qui implique de penser vraiment tout un processus logistique, pas en flux tendu parce que ça va être impossible, mais en flux semi-tendu pour pouvoir déménager nos collections. Et ça, c'est intéressant en fait parce que d'une problématique patrimoniale, en fait, on passe d'une problématique de gestion logistique. Véritablement, où c'est un petit peu comme si on devait gérer un stock avec une série d'éléments et de contraintes auxquelles on doit répondre. Et des contraintes évidemment sanitaires excessivement complexes à prendre en compte. Je vous disais aussi, c'est lié à la décontamination par l'amiante, une grande mixité des collections. Ça, c'est une problématique à laquelle on est confronté. Donc, c'est qu'on est face à un pouvoir subsidiant, la communauté française, qui nous demande de faire appel à une entreprise agréée pour réaliser un désamiantage. Le problème, c'est que cette entreprise agréée est agréée pour faire du désamiantage d'infrastructures, pas un désamiantage de mobilier. Or, nous, on se retrouve face à des objets mobiliers qui sont constitués en grande partie par des métaux et des alliages, mais aussi du bois, des papiers, des cartons, des matières minérales, du verre, etc., de la céramique, etc., etc. Or, on ne peut pas demander à une entreprise qui n'est pas formée en conservation du patrimoine de désamianter de la même manière, évidemment, vous en doutez, des métaux et du bois. Typiquement, sur des métaux, on peut faire un traitement simple. Il y a plusieurs types de traitements, je ne rentre pas dans les détails ici. Mais on peut faire un traitement simple en prenant un linge humide et en le parcourant sur la surface du métal. On ne peut évidemment pas faire ça pour du bois ou pour du plâtre. Et donc, ça implique que cette entreprise agréée avec laquelle on va travailler, ça implique de l'encadrer par un conservateur, restaurateur spécialisé par ces problématiques-là. Alors, donc je vous disais, problème logistique, problème de traitement de l'amiante, bien évidemment aussi problème de place, donc avec une nécessité absolue de redéfinir nos espaces, de les réaménager et de les faire recoller à la base de données. Alors j'en parlerai juste après, mais là il y a un outil qu'on est en train de mettre en place et d'utiliser, qui est l'outil Reorg, certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà, qui nous aide beaucoup dans cette mission-là. Voilà, encore une petite infographie. Ça permet de visualiser la problématique. Au-dessus, donc, vous avez l'ensemble de nos collections au sol, et donc en bas, vous avez l'espace disponible. Donc encore une fois, on voit qu'on a
un problème très concret, hein, c'est du Tetris. Comment faire rentrer tous les blocs du dessus dans la superficie du bas? Alors, quand on parle de chiffres, quand on parle de mètres cubes, parfois on a la tendance à penser qu'en fait on va pouvoir faire rentrer... voilà, quand on visualise avec ce type de graphique, on se rend compte que ça peut être un peu plus compliqué. Du coup, qui dit tri, dit critères d'exclusion et d'inclusion des objets de la collection. Alors, c'est une grande question, évidemment, qui se pose à nous. On est loin d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas, on se doit de se la poser. Donc, je vous ai dit, un contexte d'une collection qui se constitue, 13 000 objets, dans un contexte de sauvetage, avec une vocation sociale. On est limité maintenant par la place, par la superficie, par le budget aussi, certainement, parce que le traitement de la poussière d'amiante, ça a un coût. Et donc, on est amené à penser à des critères d'exclusion des objets dans nos collections. Alors, là, je parle bien des objets qui sont inventoriés. Donc, 80% de nos objets sont inventoriés. Donc, si on souhaite, ou si la nécessité apparaît qu'on doit les exclure de nos collections, on doit passer par toute une procédure, vu que ce sont des objets de collection. Donc, petite méthodologie sur laquelle on est en train de travailler. Premièrement, regardez comment font les autres. Ça, je pense que c'est important de le dire. On a souvent tendance, en tout cas en Belgique, j'imagine que c'est un peu comme ça en France aussi, à se dire qu'on est les seuls en fait, à rencontrer ces problèmes-là. Se dire qu'on est les seuls à avoir des problèmes d'amiante, seuls à avoir des problèmes de champignons, des problèmes de superficie, des problèmes de budget. Rassurons-nous, ce n'est pas le cas. On est tous plus ou moins confrontés à ce type de problème. Et donc c'est important d'échanger, de brainstormer ensemble et de voir comment font les autres, comment est-ce qu'ils ont pu apporter des réponses spécifiques à leurs besoins spécifiques. Donc on a notamment été en contact avec le MIAT de Gand ou avec le musée de la vie wallonne à Liège. Donc je vous disais aussi, par rapport aux critères d'inclusion et d'exclusion, toute une réflexion par rapport à la valeur patrimoniale. On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut établir, définir, discuter de la valeur patrimoniale d'une collection industrielle? C'est aussi une vraie question qui nous occupe actuellement. Sachant qu'on a à cœur de faire exister notre dimension d'éducation permanente et populaire en disant que la réflexion sur le droit au travail, sur le droit au logement, sur le juste et l'injuste de manière générale, peut être aussi un élément qui va nous permettre d'inclure ou d'exclure des objets dans nos collections. Donc, une fois qu'on a discuté, qu'on a échangé, qu'on a vu comment ça se passait ailleurs, qu'on s'est doté d'un certain nombre d'outils et de réflexion, donc on arrive, ce qu'on est en train de faire, à une liste de pondération, une nouvelle liste de critères qui vont nous permettre après d'analyser nos collections et donc de réaliser un mind map et de tendre vers une nouvelle politique des collections. Alors, tout ça, c'est un travail de longue haleine qu'on est en train de faire maintenant. C'est absolument nécessaire pour faire un tri dans nos collections et aussi pour pouvoir réfléchir aux objets qu'on va continuer à faire rentrer dans nos collections. Mais cela dit, tout ça, actuellement, est entre parenthèses parce que les collections sont amiantées et donc elles ne sont pas accessibles. Et donc là, la stratégie sur laquelle on part, c'est plutôt de partir vers un désamiantage global pour ensuite revenir dans un second temps à ces critères d'inclusion et d'exclusion. Donc voilà, je vous parlais ici du mind map. Là, vous avez un exemple sur la droite. Je vais passer un peu plus rapidement sur cette partie. Alors, toujours dans cette réflexion par rapport à la politique des collections, ça, c'est une méthodologie qui est inspirée du travail que réalise le MIAT à Gand. Donc, je vous disais, plus de 1700 sous-catégories, sous-domaines de collection. Voilà, dont collection mécanique, construction mécanique, métallurgie mécanique,
éclairage, décoration, sculpture, etc., etc., etc. Donc là, encore une fois, hein, on retrouve la trace vivante du contexte de constitution des collections et du turnover important qu'il y a eu. Donc, une manière pour nous, en fait, de repenser une nouvelle politique des collections, c'est d'essayer d'identifier de grandes catégories. Donc, typiquement, le travail du métal. Donc, le sous-domaine fonderie, fonderie-sculpture, fonderie-décoration, fonderie-poêlerie, etc., tout ce qui est en jaune, on peut le mettre en fait sous la catégorie travail du métal. Idem pour la catégorie imprimerie, mécanique, etc., etc. Et donc l'ambition, ce serait d'arriver à 30 à 40 sous-domaines des collections pour pouvoir justement oui, avoir un travail de collecte, de tri, mais aussi de mise à disposition de nos collections qui permettent de mettre en exergue la valeur patrimoniale. Alors, je vous parlais de Riorg. Donc c'est un outil qu'on utilise aussi beaucoup, qui nous aide bien à auto-évaluer en fait notre collection. Ce qui est intéressant avec Riorg, c'est que ça nous permet d'évaluer la collection par rapport à des standards internationaux. Et par ailleurs, ces standards sont en phase avec les attentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et encore une fois, au début de la Constitution, et je le dis parce que c'est pour montrer que c'est vraiment une expérience humaine, on est vraiment dans une phase de standardisation qui répond en fait à des enjeux des pouvoirs subsidiants, mais qui arrive progressivement et qui arrive avec des subsides structurels, et qui dit subsides structurels dit contraintes imposées par le pouvoir subsidiant. Donc c'est la phase dans laquelle on est actuellement. Et donc typiquement, on a fait un petit état des lieux de notre collection par rapport aux standards Riorg, donc par rapport à la gestion au quotidien, aux bâtiments et aux espaces, aux collections en tant que telles, ainsi qu'au mobilier qui nous permet de classer, de ranger les collections. Et donc, comme vous pouvez le voir, très clairement, il nous faut un projet de réorganisation des collections. Alors, juste pour l'anecdote, ce que vous pouvez voir ici sur la photo du bas, vous pouvez voir qu'on a un petit mammifère ici qui se balade dans nos collections. C'est une fouine, en fait, qui a élu domicile dans les collections. Et donc, ce que vous pouvez voir juste ici au-dessus, malheureusement, c'est la pluie qui s'infiltre due à la structure fibrociment, voilà, qui est fracturée. Encore une fois, on montre aujourd'hui l'état de nos collections, qui n'est clairement pas enviable, hein. Mais la volonté, c'est vraiment de l'assumer. D'une part, parce qu'on est en train d'y travailler, on est en train d'y apporter des solutions, et aussi pour essayer de dédramatiser peut-être la situation. Peut-être que ça fera écho à certains d'entre vous. On sait qu'on est plusieurs à être dans cette situation-là, et que c'est important justement qu'on puisse échanger, qu'on puisse en discuter, pour essayer de trouver des réponses communes à ce type de problématique. Quelle est l'ambition? Quelle est la perspective? Ce qui serait vraiment très intéressant, évidemment, c'est que là, donc je vous parlais, donc là on a 5000 m² de collection. On va essayer de réorganiser ça sur voilà, un peu moins de 1700 m². Il serait évidemment très très intéressant et souhaitable d'avoir des réserves qui sont visitables. Visitables par le public, mais aussi visitables par les chercheurs. Dans l'état actuel, c'est impossible, principalement pour des raisons d'ordre de sécurité, des raisons sanitaires. Donc, c'est le premier critère, en fait, auquel on est confronté actuellement. D'où la stratégie qu'on est en train de prendre, qui est de dire on va désamianter justement l'ensemble de nos collections pour qu'elles puissent être accessibles aux chercheurs, aux visiteurs, pour qu'on puisse enfin se doter d'équipes pluridisciplinaires et externes qui nous permettent de réaliser ce travail de tri. Et encore une fois, c'est une photographie à un instant T.
c'est le résultat de quelques mois maintenant de réflexion en interne aussi avec nos pouvoirs subsidiants. On va peut-être être amené encore un petit peu à changer notre fusil d'épaule. Peut-être qu'on va quand même devoir faire un tri difficile et douloureux avant de tout désamianter. On aura peut-être l'occasion d'en discuter à ce moment-là. Et cela dit, je serais très heureux donc de reparler avec vous dans les questions-réponses ou après, ou par email, si vous aussi vous êtes confrontés à ce problème de place de contamination par l'amiante de mammifères dans vos collections. Voilà, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Nous avoir fait part de tes soucis et j'imagine que tu vas trouver de l'aide. Alors, on va poursuivre avec un autre musée et donc on va aller de Bruxelles à Liège et on va aller à la Maison de la métallurgie et de l'industrie de Liège. Et le titre, c'est le MMIL, la conservation du patrimoine industriel mobilier. Alors, dans le programme, il était indiqué Céline Rousse, qui est souffrante depuis plusieurs semaines, et il y a les trois orateurs, dont il y a d'abord Éric Pirard, qui est ingénieur géologue et professeur à l'Université de Liège, et représentant de l'Université de Liège au sein du MMIL. Et à l'université, il dirige une équipe d'une trentaine d'ingénieurs au sein du groupe GEMME, je vais le dire comme ça, Géoressources, minéralogie et métallurgie extractive. Et il est accompagné de Stéphanie Levesque, et de Elena Marcos Alvarez, toutes deux historiennes de l'art. Voilà. Je vous cède la parole et je vais faire le ménage d'abord. Alors... Voilà, donc, je connais. Voilà. Je vous en prie, installez-vous ici, hein, vous serez plus confort. Voilà, merci beaucoup Michel pour l'introduction. J'allais effectivement dire que je n'étais que ingénieur et que assez vite je passerai la parole à mes deux collègues qui pourront certainement aussi, avec délectation, vous parler de moisissures et de problèmes de conservation divers, puisqu'on va essayer de vous partager aussi la réalité de notre musée qu'on appelle Maison de la métallurgie et de l'industrie de Liège. Donc je vais juste faire une petite mise en perspective, je leur céderai la parole et puis je reviendrai avec quelques conclusions, mais je voulais déjà remercier l'orateur précédent, Mathias, parce que à peu près tout ce qu'il a dit est transposable à notre maison de la métallurgie. La seule chose qui ne nous caractérise pas, c'est la lutte urbaine et vraiment la mobilisation de tout un quartier. Vous allez comprendre, mais pour le reste, je crois qu'il n'y a pas un mot qui ne correspondait pas à notre réalité. Donc la Maison de la métallurgie et de l'industrie de Liège, c'est plus de 3/4 de siècle de passion et de curiosité pour l'histoire industrielle de la région. Je pense que cette carte-ci, qui date de 1911, à l'époque où il y avait ces grands forts qui protégeaient toute la ville de Liège, ceux qu'on a vus ce matin, cette carte en dit beaucoup sur l'industrialisation de la région de Liège en plein centre ici. Donc on parle vraiment de la région proche de Liège. Il y a bien sûr énormément d'activités autour des charbonnages. Il y a beaucoup d'activités de type sidérurgique. Il y a aussi toute la métallurgie des non-ferreux, surtout du zinc, qu'on a tendance à oublier. Beaucoup d'ateliers de mécanique. Bref, c'est un des berceaux de l'industrie européenne et mondiale. On peut revendiquer ça. Et donc c'est la moindre des choses d'avoir au moins un lieu de mémoire de cette période industrielle. Pourtant, l'aventure ne va pas vraiment commencer qu'une grande mobilisation des pouvoirs publics, puisque, sans trop de surprise, c'est avant tout une histoire de pionniers, une histoire de passionnés. Et il y a deux hommes qui sont à la base de ce musée, notamment de la salle remarquable que vous voyez ici, qu'on appelle la Vieille Forge. C'est René Évrard, qui était secrétaire de direction à la Compagnie Générale des Conduites d'eau, et Léon Willem, qui, lui, était ingénieur, chef du service transport de la société Espérance Londeau. Et Londeau, c'est le quartier où nous sommes établis, le quartier où se trouve donc le musée aujourd'hui, juste à côté de ce qu'on appelle maintenant Médiacité, ou juste à côté de la RTBF, pour ceux qui situent plus ou moins l'endroit. Donc c'est un lieu très intéressant quand même, c'est un lieu historique d'activité. C'était les établissements dotés qui faisaient du fer blanc, donc de la tôle étamée. Mais c'est un lieu qui reste une porte d'entrée de la ville de Liège. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un lieu très intéressant à investir et à continuer à faire vivre.
Donc nous avons la chance, grâce à ces deux pionniers, d'avoir rassemblé sur place un haut fourneau qui a été transporté pierre par pierre, qui est un haut fourneau de la fin du XVIIe siècle. Et vous avez l'ensemble de la forge wallonne, donc la méthode d'affinage qui est rayonnée dans l'Europe entière, qui est présente ici. Vous avez aussi dans le dos de la photo le plus vieux laminoir du monde, du moins il est considéré comme tel. Et il y a aussi une des plus belles machines à vapeur, une des 10 plus belles machines à vapeur sauvegardées en Europe dans ce musée. Donc des trésors, on en a. C'est ce qui a justifié, dès le départ, que ce soit un musée d'abord de la Compagnie des conduites d'eau. Je parlais de René Vrard, puis c'est devenu un musée de la société Cockerill. Je fais très bref ici. Ça, c'est la vie la fin des années 50, début des années 60. Jusqu'en 73, ça reste un musée privé qui va ensuite être cédé à la ville et ouvert au public, surtout sous le nom de musée du fer et du charbon. Vous voyez la photo ici qui probablement date des années 70, où c'est un musée du fer et du charbon qui est une section du musée de la vie wallonne. Bon, ceux qui connaissent un peu les histoires de la ville de Liège, mais je crois que M. Delatte l'a vécu beaucoup plus près, savent que vers la fin des années 80, la ville de Liège était en faillite et donc s'est débarrassée d'un certain nombre d'obligations dans le domaine culturel et en particulier de ses musées. Une partie des collections qui concernent le charbon va aller à Blénimine et va vivre la vie que l'on connaît. C'est aujourd'hui évidemment un site classé au patrimoine de l'UNESCO, mais pour la partie fer, nous restons donc sur le site et cela devient à partir de là la maison de la métallurgie de l'industrie, dont vous voyez la photo actuelle ici, qui est gérée par une ASBL dans les années 90, dans laquelle on retrouve deux grandes sociétés, Cockerill-Sambre, qui intègre une grande partie de l'activité sidérurgique, Vieille Montagne, leader mondial du zinc, c'est le berceau de l'industrie du zinc, toute notre région, il y a beaucoup d'autres sociétés potentiellement aussi. L'Université de la ville de Liège, donc une ASBL qui va essayer tant bien que mal de gérer cette maison de la métallurgie, avec l'apport de fonds FEDER, qui ont permis de faire un certain nombre de choses et d'agrandir le musée, de réaliser des salles d'électricité, des salles du gaz et du pétrole. Et puis, une étape importante aussi en 2009, la reconnaissance comme musée de catégorie B. Je vais céder la parole à Stéphanie pour qu'elle vous en dise un peu plus sur l'état de nos collections. J'avance comment? En poussant sur ce bouton. À droite? Oui, celui-là. Bonjour, merci professeur. Donc voilà, avant de commencer, je voulais revenir aussi sur ce qu'avait dit Monsieur Mellart à la fonderie. Je savais que la maison de la métallurgie et la fonderie avaient beaucoup de points communs, mais je ne doutais pas que c'était à ce point-là. Je reviens en 2009. On est donc en 2009, le musée est officiellement reconnu en catégorie B. Alors évidemment, cette reconnaissance valide le travail qui est fait, encourage l'équipe, mais c'est aussi une reconnaissance du patrimoine qui est conservé. Alors la collection aujourd'hui à la Maison de la Métallurgie, qu'est-ce que c'est? C'est entre 30 et 40 000 pièces, avec comme particularité du tout petit un clou ou du très gros, très lourd, très encombrant, ce maca avec son arbre à cames. On a aussi une diversité de matériaux. Nous avons du carton, du papier, du métal, du bois, du cuir, de la toile, des tirages photographiques sur papier, dia, plaques de verre, toutes sortes de céramiques, du plastique et ses dérivés, et j'en passe. Évidemment, cette diversité de tailles et de matériaux entraîne des problèmes de conservation préventive sur lesquels nous reviendrons plus tard. Mais en fait, je voudrais d'abord vous parler de la politique d'acquisition, parce qu'aujourd'hui, on a encore une politique d'acquisition, c'est-à-dire que chaque acquisition est discutée avec un comité d'acquisition qui est composé de membres de l'équipe, mais souvent on fait appel à des extérieurs. Alors, si l'acquisition est validée, elle fait l'objet d'une convention. Les achats sont extrêmement rares, sont plus liés aux expositions temporaires. De toute manière, à chaque fois, on essaie d'avoir un maximum d'informations sur la pièce. Origine, historique, comment cette pièce est arrivée dans les mains du donateur. Évidemment, ça c'est la théorie et la pratique actuelle. Il n'en a pas toujours été ainsi. On a beaucoup de pièces dans la collection pour lesquelles on n'a aucune information, même pas la date d'entrée dans le musée. Alors, il faut aussi savoir que l'essentiel de ces acquisitions sont plus de l'ordre du sauvetage. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'urgence et que très concrètement, c'est soit nos réserves, soit la déchetterie ou le ferrailleur.
Alors, les propositions de donation que nous refusons, on va souvent les proposer à d'autres institutions susceptibles d'être plus intéressées que nous. Il y a bien, en fait, on en refuse plus que l'on en accepte, et on en refuse, bon, parce qu'on a déjà, parce que c'est un peu loin de l'objet de notre institution, parce que ce n'est pas assez documenté, mais principalement pour des raisons techniques, je pense au transport, financier, humain, d'espace dans les réserves et de valorisation. Parce qu'effectivement, on est de manière régulière, à la limite, on parle de patrimoine mobilier ici, mais on est à la limite, parce que quand on nous propose l'acquisition d'un moteur qui fait 800 kg, ça demande toute une organisation qu'on n'est parfois pas prêt et capable d'assumer. Alors, les types de donateurs il y a deux grandes catégories. Ce sont des donateurs, plutôt des particuliers, qui sont des passionnés d'histoire industrielle et qui ont soit anciens travailleurs, soit qui vident la maison d'un ancien travailleur. Ah, j'ai oublié ça, c'était un textile de notre collection, pardon. Donc, on a, voilà, les petits donateurs, on a plutôt des lots plus disparates, mais on a des choses aussi plus étonnantes, comme par exemple cette tasse au blason de John Cockerill. On a des donateurs réguliers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se séparent petit à petit de leur collection. On a aussi parfois des petites sociétés qui viennent nous donner tous leurs fonds. Là, c'est l'exemple de la société Dombray, qui était basée, qui est du Londo à Liège et qui travaillait dans les cisailles et poinçonneuses industrielles. Après, on a plus rare, plus impressionnant, parce que tout d'un coup, il y a une quantité de documents qui arrivent en une fois, c'est quand on reçoit des fonds d'archives d'entreprises ou des collections. Alors là, je vais un petit peu m'arrêter sur le CHST, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, fondé par le professeur Halleux. Au moment de sa dissolution, eh bien, ce fonds a été divisé en différentes institutions. L'Université de Liège pour les fonds patrimoniaux, tout ce qui concerne la mine et le charbon est parti au CLADIC, l'histoire économique et sociale à l'IHOES, et nous avons récolté la métallurgie, la sidérurgie et tout ce qui concernait l'histoire de l'industrie. Alors, donc, entre 2019 et 2021, sont arrivées pléthore de caisses à la Maison de la métallurgie. Pour la collection, c'est surtout des archives, des photographies et des plaques de verre. Je m'attarde sur ces plaques de verre parce qu'il y en a 15 000, ce qui est déjà beaucoup. Il s'agit de plaques de verre et de négatifs souples. Et en fait, depuis 2022, on a décidé de s'attaquer aux plaques de verre, grâce notamment à un subside AWAP. Actuellement, elles sont, comme vous pouvez le voir, dans des caisses en plastique, avec des pochettes en papier. On a un petit peu d'informations, on a un numéro et on a parfois une information sur le sujet du cliché. Elles ont des formats divers, 10, 13, 18, 26. Alors, donc, depuis 2022, on a décidé d'abord de les conditionner correctement. Donc, on réalise en interne des petites pochettes en carton sans acide et on individualise chaque élément. Mais aussi, on a décidé de les numériser. Donc, à ce jour, 1500 pièces ont déjà été numérisées et 400 sont inscrites dans notre base de données. Alors, ces clichés sont extrêmement intéressants. Ça va de plus ou moins l'après-guerre à la fin des années 60. C'est actuellement les dates que moi, j'ai retrouvées. Ça parle d'histoire industrielle, donc on a des moteurs, des machines, des sites d'implantation, des manuels de montage et de démontage de grosses structures. Donc, comme je vous disais, ça parle d'histoire de l'industrie, mais ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que ça parle d'histoire de la photographie industrielle. Et ça, c'est un sujet qui est moins étudié. Enfin, pour finir sur les acquisitions, on devrait avoir une politique de prospection plus efficace. On devrait rencontrer les entreprises de la région. On devrait aller visiter les sites qu'on sait qui vont bientôt être démolis. Lors d'une campagne de photographie sur le site de Chertal, donc on fait des photos pour documenter la démolition du site, on s'est demandé ce qu'on pouvait récolter. Évidemment, comme on ne peut pas prendre ni un convertisseur ni une cage de laminoir, on s'est dit que les panneaux qui se trouvaient à l'entrée des grands halls pouvaient raconter l'histoire de Chertal et pouvaient aisément rentrer en nos murs. Donc c'est comme ça que début de l'année, 10 panneaux sont arrivés, 10 panneaux de Chertal sont arrivés dans notre collection.
Je vous disais au début de mon intervention que la collection comptait entre 30 et 40 000 pièces. On ne sait pas exactement combien, tout simplement parce que chez nous, l'inventaire n'est pas à jour. À l'origine, on a un inventaire papier. Ensuite, il y a eu différentes listes. On est passé sur Excel, sur Access, sur FileMaker Pro. Il y a des pièces qui ont voyagé au sein de l'institution, ça n'a pas été documenté. On a des pièces qui ont un numéro qu'on ne retrouvera jamais dans le listing. On a des pièces qui ont 2 numéros qu'on retrouve dans les listings. Donc, c'est un gros micmac. Les degrés d'inventaire sont variables. On n'a rien, on a un petit peu, ou on a extrêmement développé. Alors, depuis 1 an maintenant, on utilise le logiciel de base de données TMS. Alors, TMS, c'est pour The Museum System. Donc, c'est grâce à la province de Liège et une mise en commun de plusieurs musées qu'on a pu bénéficier de cette base de données, enfin, ce logiciel. Et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'en plus de réorganiser l'inventaire, de pouvoir réutiliser toutes les informations qu'on a, on va pouvoir aussi travailler sur les réserves. Mais une des choses qui est très intéressante, c'est qu'il est consultable en ligne. Et pour nous, c'est très intéressant en ce qui concerne la valorisation. Parce que la valorisation, elle se fait de cette collection, elle se fait principalement en Namur. Je vous invite à venir voir l'exposition consacrée au zinc. Il vous reste 15 jours. Toutes les pièces qui y sont présentées viennent de nos collections. On prête aussi beaucoup. Là, pour le moment, il y a des pièces qui sont à l'exposition Ferro-Non-Ferro à Gand, au CTLM à Verviers. Lors d'une soirée qu'on a organisée en octobre-novembre, consacrée à Chertal, eh bien, on a réalisé une projection des images, des numérisations des plaques de verre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était une façon de les montrer pour la première fois au public, donc de les valoriser. Et enfin, nos pièces sont conservées pour la plupart en Namur. Alors, on a une réserve décentralisée qui est consacrée aux gros objets. Mais donc, sinon, tout est en Namur et on utilise tous les espaces. Comme vous pouvez le voir sur le gauche de la photo, c'est un petit placard dans lequel on a mis des étagères et dans lequel on a mis des pièces. Mais en fait, aujourd'hui, on a vraiment atteint nos limites. Le bâtiment ne se prête pas du tout à cette fonction. Le climat y est non maîtrisable, les écarts de température beaucoup trop grands, l'humidité beaucoup trop importante. Il y a énormément de poussière, des pièces très lourdes qui pèsent aux étages, des insectes et des animaux qui viennent régulièrement nous saluer. Et donc là, vraiment, je rejoins vraiment mes collègues de la fonderie. Nous aussi, on va mettre en place très très prochainement un réel travail de réflexion sur ces collections. Un chantier des collections, un réorg. On ne sait pas encore quelle orientation on va donner à ce travail, mais il doit être réalisé pour les mêmes raisons que chez vous. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Elena Marcos, qui est en charge notamment des expositions et du centre doc à la Mille. Et en fait, on travaille main dans la main, toutes les deux, d'abord parce que Fonds doc et centre et collection sont intimement liés, mais ne serait-ce que dans le cas des donations, par exemple, où souvent, quand on nous propose des donations, bon, il y a archives, documents, objets en même temps. Voilà, Elena. Je t'en prie. Il faut appuyer à droite. À droite, on a. Ouais. Okay. Merci. Alors, merci Stéphanie. Alors, en effet, pour ma part, moi, je vais vous parler en fait du centre de documentation ou du centre doc, comme nous on l'appelle au sein de l'équipe, et vous expliquer comment, en très peu de temps, il est passé de 3 étagères dans les bureaux du personnel à 300 mètres linéaires d'archives. On a aussi un petit peu poussé les murs, vous allez le constater. Alors, à l'origine, donc avant 2019, le centre doc, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait donc 3 étagères dans les bureaux du personnel qui servaient donc à l'équipe du musée, qui était quand même accessible à quiconque en faisait la demande. Et cette petite bibliothèque avait été constituée, c'était étoffé au fur et à mesure des années, surtout en fonction de nos expositions et de nos projets de recherche. Donc, par exemple, quand on avait une thématique, on savait qu'on devait travailler sur une thématique, on achetait toute une série d'ouvrages de référence, et ensuite, ces ouvrages étaient encodés dans la bibliothèque. Ce qui fait que ce n'était au final pas une bibliothèque avec une diversité de thématiques très large, c'était au final une bibliothèque extrêmement pointue sur certains sujets, alors que d'autres thèmes n'étaient absolument pas du tout représentés.
Alors, pour le rangement, on avait opté pour la classification décimale universelle. Alors, sans doute, vous connaissez sans doute ce système de classification. La CDU, c'est d'habitude un système de cotation qu'on retrouve d'habitude plus dans les bibliothèques publiques et pas du tout dans les centres d'archives ou dans les centres de documentation de musées. Et donc, à ce moment-là, avant 2019, ce n'était peut-être pas extrêmement pertinent, mais au final, vous allez le voir, c'est vraiment quelque chose qui nous a été fort utile pour la suite. Alors, en 2019, qu'est-ce qui se passe ? Donc le Centre d'histoire des sciences et des techniques, CHST, que certains d'entre vous ont d'ailleurs connu bien mieux que moi, est dissous à cette époque-là, à cette date-là. Et plusieurs institutions, Stéphanie vous en a déjà un petit peu parlé, plusieurs institutions se sont réparties les différentes collections, archives et documents. Donc on a l'Université de Liège qui a récupéré énormément de collections, notamment les aquarelles d'Adolphe Maugendre, ils sont désormais à l'université. Le CLADIC à Blénimine a récupéré tout ce qui était lié au charbonnage. L'histoire ouvrière, économique et sociale est partie à l'IHES. Et nous, la MMIL, on était presque prédestinés à récupérer donc, les archives liées aux industries métallurgiques. Mais vous allez voir, en fait, on a récupéré beaucoup plus. Alors, on a récupéré, entre autres, des archives d'entreprises. Donc, les grosses entreprises sidérurgiques comme Espérance Londo, Cockerill ou Gré-Marié, mais aussi des plus petites sociétés, Kessal, Ferblatil, la Compagnie des conduites d'eau, etc. Je ne vous parle pas du fonds iconographique dont Stéphanie vous a déjà un petit peu parlé, donc les 15 000 plaques de verre Cockerill, des fonds liés à nos fondateurs pour le musée, donc Léon Willem, René Évrard, le fonds d'Embrun également. La bibliothèque de l'AILG qu'on a récupérée dans son entièreté. Alors l'AILG, c'est toujours d'ailleurs l'association des ingénieurs sortis de l'Université de Liège. Et c'était une bibliothèque qui était au final extrêmement intéressante, puisque avec des ouvrages très spécifiques sur les sciences et les techniques, mais surtout en fait avec des publications qui dataient de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc là, on s'est vraiment porté volontaire pour récupérer la totalité de la bibliothèque. Et en plus de ça, on a en effet récupéré toute une série de publications beaucoup plus récentes, cette fois-ci, sur toute l'histoire industrielle liégeoise, wallonne également, en Belgique, tout ce qui était lié aussi aux sciences et aux techniques, mais également, j'en passe, je vous donne quelques détails, sur la géographie, sur l'urbanisme, sur les arts aussi, liés au métal. Donc vraiment, en fait, toute une diversité de thématiques assez importante. Alors, pour gérer en fait cet afflux massif de documents, on a essayé de repenser le centre de documentation d'une façon un petit peu plus cohérente. Donc, en plus de la catégorie de la petite bibliothèque qu'on avait dans nos bureaux, on a créé une nouvelle catégorie qu'on a appelée le fonds de documentation. Alors, le fonds de documentation, ça s'apparente tout simplement à un fonds d'archives. C'est là d'ailleurs qu'on a entreposé nos archives Cockerill, l'Espérance Londo ou les archives de nos fondateurs du musée du fer et du charbon. Donc ces deux catégories, on leur a affecté des nouveaux espaces. On a un petit peu poussé les murs et la bibliothèque générale donc, qui se trouvait dans nos bureaux a été affectée dans un espace à l'accueil où on a pu quand même dégager presque 55 mètres linéaires d'archives. Donc ça a été une petite réussite. Et la plus grosse réussite, mais bon, ça dépend pour qui, le fonds de documentation, on lui a attribué, on a investi un espace aux Forges plus 1. Donc en fait, au premier étage de notre ancienne forge, c'était un espace qui était avant dédié aux expositions temporaires. Donc en fait, il a fallu déplacer les expositions temporaires pour venir y installer le fonds de documentation avec un peu plus de 220 mètres linéaires d'archives disponibles. Toujours avec la classification décimale universelle, mais au fur et à mesure du travail, je n'exclus pas peut-être de changer de système de cotation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fera. Enfin, c'est une réflexion qui pourra se faire un petit peu plus tard. Donc, le sauvetage, au final, il s'est opéré de 2019 à 2021. Alors, pendant ces 2 années, on a quand même vu débarquer au musée de manière très irrégulière 500 caisses de déménagement.
Alors, j'insiste sur le fait que ce soit des caisses de déménagement, ce ne sont pas les petites boîtes d'archives, ce ne sont pas les petites caisses à bananes, ce sont véritablement les grosses caisses de déménageurs. Et on a en fait reçu de manière sporadique cet amas de documentation. Et vous vous en doutez, c'est un travail de dépouillement qui est colossal et qui est encore à l'heure actuelle inachevé. Tout simplement parce que le centre de documentation, le centre doc du musée, pour l'instant, c'est un peu le parent pauvre. Il n'y a personne qui travaille à temps plein. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun documentaliste dans l'équipe. Il n'y a que moi pour m'en occuper, mais je suis aussi sur d'autres projets, malheureusement. Et donc, je veux dire, en règle générale, j'essaye d'y consacrer presque 20% de mon temps de travail, mais ça, c'est les meilleures semaines. D'habitude, c'est moins. Heureusement, je suis aidée et l'équipe est aidée dans ce travail-là par des bénévoles, par des étudiants, par aussi d'autres personnes de notre équipe qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment un travail colossal et ça va être un travail de longue haleine pour les années à venir. Alors, les points positifs quand même de cette réorganisation du centre doc et de ce sauvetage, c'est que l'organisation du centre de documentation maintenant facilite un petit peu plus les sauvetages d'urgence. Parce que maintenant, on est encore très souvent sollicité par des entreprises ou des associations de professionnels. On était encore sur place en janvier pour sauver le fonds de l'UPPC. Donc, c'est une association de professionnels de plombiers couvreurs. Et donc, ce travail maintenant, ce travail un petit peu de sauvetage en urgence, maintenant se fait de manière un petit peu plus fluide. On est un peu plus serein par rapport à ça, puisque je sais que, voilà, quand on m'appelle, je sais estimer le nombre de mètres linéaires qu'il me reste dans le fonds de documentation, et du coup, je ne prends en mètres linéaires que ce qui est possible d'intégrer dans le fonds de documentation. Je ne commence pas à rapatrier des archives qui, en fait, n'auront pas de place disponible. Et notamment des premiers bénéficiaires de cette refonte du centre doc, ça a été le fonds François Renard. Le fonds François Renard qui est d'ailleurs en cours de dépouillement grâce au soutien de la WAP, que vous voyez d'ailleurs sur la photo. Et donc c'est un fonds de catalogue d'entreprises extrêmement précieux que M. François Renard a bien voulu céder au musée. Et François Renard vit toujours d'ailleurs, c'est un ingénieur qui est à Bruxelles. Et donc, voilà, vous pouvez le constater, on est quand même sur du travail qui s'opère un peu sur tous les fronts. On est en même temps en train de dépouiller le fonds François Renard, en même temps en train de dépouiller le CHST et d'autres fonds en parallèle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais qui, je l'espère, sera achevé un jour. Et peut-être que ce jour-là, on pourra être le digne héritier du CHST. Je vais repasser la parole au professeur Pirard. Voilà. Merci. Rassurez-vous, je vais être très bref, juste pour dire quelques mots en conclusion et terminer quand même sur une note positive, même si, comme Hélène l'a dit, à Liège, on est serein. Oui, comprenne qui pourra. Bon. Oui, vous aurez compris qu'on est face à de nombreux défis, face à une équipe assez petite, face à une ASBL qui doit aussi se réinventer. La bonne note, je dirais, depuis le début de l'année, c'est que on a des nouveaux statuts qui insistent sur la triple mission de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. J'y tiens personnellement à ce mot industriel, qui a aussi pour mission de sensibiliser. Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à faire en termes de sensibilisation des jeunes aux technologies, mais aussi aux sensibilisations des ingénieurs à l'impact sociétal des choix technologiques. Et on a aussi, bien sûr, ça vient d'être évoqué, la mission de conserver, étudier et valoriser ce patrimoine. Des nouveaux statuts, ça voudrait dire un nouveau conseil d'administration qu'on espère plus représentatif, plus inclusif, comme on dit aujourd'hui, mais il y a des bonnes raisons, rajeuni aussi, je me permets de le dire ici, et plus réactif. On a vraiment besoin d'un soutien de toute une série d'acteurs. On a des projets pour les bâtiments, c'est difficile parce que nous n'avons pas des fonds, mais nous sommes relativement bien situés au centre-ville de Liège, donc il y a des possibilités quand même pour réfléchir à l'aménagement des bâtiments. Sinon, pour l'instant, vous n'avez pas trop vu nos toitures, mais il pleut à l'intérieur. Il y a des seaux pour essayer de sauver la situation, mais clairement, il y a besoin de moyens importants, en tout cas pour les parties périphériques, pas pour le bâtiment principal que vous avez vu, qui est la vieille forge. Sur une petite note positive, un projet intérêt grande région
que je pilote, qui est un projet académique avec des écoles doctorales et beaucoup d'autres choses, mais qui a trait à l'économie circulaire des métaux. J'avais voulu personnellement dans ce projet qu'il y ait un work package, comme on dit aujourd'hui, qui est un travail dédié à la réalisation d'une exposition itinérante français-allemand, enfin itinérante sur la France, l'Allemagne et la Belgique, donc en français, allemand et en anglais, qui soit dédiée aux métaux de la période pré-industrielle pour laquelle nous avons beaucoup de choses à illustrer, la période industrielle pour laquelle nous avons des fleurons très importants de la sidérurgie et du zinc, et puis aussi les métaux dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Ces métaux sont omniprésents plus que jamais, donc c'est une histoire importante à raconter aux plus jeunes générations et au public en général. Si tout se passe bien, on peut espérer que dans 4 ans, cette exposition finit à la Maison de la Métallurgie et prend une place, ou en partie une place dans l'exposition permanente. Je termine aussi en vous disant qu'on aime beaucoup les expériences immersives chez nous. Donc on vous propose une croisière qu'on espère ne sera pas trop immersive quand même, hein, c'est une blague. C'est la première croisière patrimoine industriel sur Meuse qui aura lieu ce samedi. Celle-là est déjà sold out. Il y a à peu près 150 personnes à bord du bateau. Et si tout se passe bien, il y a déjà une nouvelle édition qui est prévue le 31 août, au moment du salon Retrouvailles à Liège. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois d'avoir scrupuleusement respecté le timing. Merci. Et maintenant, nous allons passer la parole. Nous sommes allés à Bruxelles, à Liège, et maintenant à proximité de Charleroi. Ouais, Charleroi, je sais pas. Donc avec Alain Forti, qui est historien de l'art et archéologue, spécialisé en archéologie industrielle, et il met dans son CV, mais aussi fils de mineur, donc si je le dis puisque c'est important, il s'est dès l'obtention de son diplôme directement impliqué dans des projets mis en valeur du patrimoine industriel dans la région de Charleroi. En 1991, il rejoint l'équipe du musée de l'industrie comme attaché scientifique. Il participe à son développement jusqu'au transfert de ce musée en 2001 sur le site du Bois du Casier, dont aujourd'hui Alain Forti en est le conservateur. Et donc je te passe la parole pour ton exposé, le Bois du Casier, des collections entre dons et dons. Mais... Voilà. Bon, d'accord, oui, je vais faire le ménage. J'aurais dû le faire avant. Et voilà. Ceci, ça fonctionne comment? Disons que là, pour avancer, là pour reculer. D'accord. Et là pour pointer. Donc, voilà. Ça va, merci. Bonjour à tous. Je vous propose une communication qui s'intitule « Le Bois du Casier, des collections entre dons et dons ». Je pense que je dois d'abord vous expliquer le titre. Alors, qu'est-ce qu'un don? C'est une action d'abandonner gratuitement, c'est donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Le don est l'action de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit cours de savoir-vivre à travers la baronne Staff, qui n'était pas baronne, mais avec le sujet ici, si vous vous présentez comme baronne, évidemment, ça a beaucoup plus de valeur. Et voici ce qu'elle dit à propos du don. Donc, ça date de la fin du 19e, et le bouquin qu'elle a fait ici sur les usages du monde, il y a eu plus de 20 éditions différentes. Donc, voici ce qu'elle dit du don. Il n'y a qu'une seule règle à observer. À une personne riche, il faut offrir une inutilité ou du moins une chose dont elle puisse se passer. À une personne de position moyenne, un objet qui puisse à la fois lui servir et satisfaire une de ses fantaisies. À une personne pauvre, une chose utile qui lui épargne une dépense. Et à un musée, que peut-on lui offrir? Pour Jean Baudrillard, philosophe français, on se collectionne toujours soi-même. Alors, qui sommes-nous au Bois du Casier? Hier, le Bois du Casier a été le théâtre de la plus importante catastrophe qu'ait connue l'industrie charbonnière en Belgique. 262 mineurs de 12 nationalités ont perdu la vie le 8 août 1956. Aujourd'hui, le Bois du Casier, c'est un lieu de mémoire et un site de conscience sur fond de patrimoine industriel, reconnu par l'UNESCO et labellisé par l'Union européenne. Le Bois du Casier constitue une vitrine à travers le musée de l'industrie, notamment du génie humain, mais en symbolise aussi ses dérives à travers la catastrophe. Alors, que collectionnons-nous? Là, je reviens au statut de l'association. Donc, la politique d'acquisition du Bois du Casier répond à son objet social.
à savoir la sauvegarde, la promotion et l'étude du passé industriel, économique et social de l'arrondissement de Charleroi. Ces vestiges peuvent être des bâtiments, des installations industrielles, des machines et objets, des photographies, des documents iconographiques, des archives, et j'ajoute à cette liste les œuvres d'art. Alors, de par l'histoire particulière du site, les collections ont un rapport privilégié avec le visiteur. Celles-ci, ces collections, sont régulièrement appropriées, voire enrichies par le public dans une démarche participative. Et évidemment, les visiteurs que l'on reçoit, pour la plupart, ont eu des parents mineurs ou ouvriers. Et on nous confie alors des souvenirs personnels et familiaux, matériels ou immatériels, qui nous sont confiés en héritage et en hommage. Dès lors, on privilégie pour les collections les dons et les dépôts à long terme. L'achat reste d'actualité quand un objet intéressant se présente, parce que dans le domaine de l'archéologie industrielle, dans le domaine de l'industrie lourde, les artefacts, les objets sont de plus en plus rares, et quand on en voit un passer sur le marché qui est particulièrement intéressant, là je pense qu'il faut à certains moments mettre la main au portefeuille pour l'acquérir. Alors, je voudrais aussi compléter l'intitulé de la journée. Je me permets de compléter l'intitulé de la journée qui est consacré au sauvetage et à la valorisation, et j'ajoute la découverte. Parce que je pense que la découverte d'un objet fait partie de son histoire. Toute proportion gardée, quoique, si vous prenez le trésor de Toutankhamon, je pense que la découverte du tombeau est intimement liée à l'histoire du trésor de Toutankhamon. Donc la découverte est particulièrement intéressante. Et je vais vous raconter deux découvertes de deux pièces majeures des collections du Bois du Casier, un ventilateur et un camion. Pas n'importe quel ventilateur, un ventilateur de mine de type Guibal, et pas n'importe quel camion, le camion de la centrale de sauvetage de Marcinelle. Je commence. Ici, je termine cette introduction par la définition de la dernière partie du titre, le deuxième don. Le don, c'est aussi le talent, la disposition, la qualité de quelqu'un que l'on considère comme inné naturel. À cette définition, je vais rajouter l'intuition et aussi le facteur chance. Premier objet, le ventilateur. On est en 1995, je suis contacté par un ami, Michel Van Bellingen, qui est un ingénieur industriel qui est passionné par l'archéologie industrielle et par les mines, et on visitait ensemble les friches industrielles. Et Michel est abonné à l'Écho des Berlines, c'est une revue française, et dans un numéro, il découvre un article sur le site de Sainte-Eugénie dans la Basse-Sambre, un ancien charbonnage, qui se trouve à Tamines, et voici ce qu'on pouvait lire dans l'article. De loin, les ruines de la fosse Sainte-Eugénie possèdent encore une certaine grandeur. De près, c'est la tristesse à l'état pur. Bizarrement oublié par les ferrailleurs, le treuil d'extraction, c'est-à-dire la machine d'extraction, à câble plat du puits numéro 4, roule lentement dans son bâtiment. Voici une photo de Sainte-Eugénie à l'époque de sa splendeur dans les années 60. Et voilà Sainte-Eugénie tel qu'il était en 1995. Sur cette photo aérienne, vous pouvez voir que les bâtiments sont à l'état de ruine. Donc Michel prend contact avec le liquidateur, parce que le site n'était pas accessible, il y avait des panneaux d'interdiction, ça on peut encore ne pas les lire, il y avait des barbelés, ça on peut encore les contourner, mais il y avait aussi un berger allemand particulièrement décourageant, donc valait mieux avoir l'accord du liquidateur qui nous a accompagnés pour la première visite. Donc, on fait la première visite, tout se passe bien, le liquidateur voit qu'on est motivé, on lui dit qu'on souhaiterait revenir pour faire une campagne photographique et pour essayer de sauver la machine d'extraction à câble plat. C'est une machine d'extraction qui avait été fabriquée aux ASEC. Et le liquidateur, nous faisant confiance et voyant qu'on connaissait le sujet, nous dit vous reprenez contact avec le gardien, vous revenez quand vous voulez. Donc, on reprend contact avec le gardien et alors là, on peut visiter le site comme on en a envie, et pouvoir aller fureter dans tous les coins. Il faut dire que le site était particulièrement dangereux. Ici, le pointeur ne fonctionne pas, ou c'est moi qui suis maladroit. Ah, voilà. Donc ici, vous avez les puits, et là, on devine les guidonnages. Donc les puits n'étaient pas remblayés, et dans l'image que vous avez là, en bas à gauche, vous voyez que les puits n'étaient pas remblayés. Donc, on rentre dans le bâtiment du puits de retour d'air, et voilà ce qu'on découvre
au bout d'un couloir. Et alors là, je cède la parole à Michel, qui a écrit un article pour la revue de l'Amicale des mineurs des charbonnages de Wallonie. Et voici ce qu'il dit dans son article. « Dans les bâtiments jouxtant le puits de retour d'air, nous découvrîmes un sombre couloir étroit au bout duquel se trouvait une lourde porte en bois. Nous empruntâmes bien sûr ce couloir étrange et ouvrîmes la porte avec difficulté. La porte passée, nous restâmes pantois devant la découverte. Devant nous, grandiose et majestueux, dans sa structure, se dressait un ventilateur Guibal en parfait état de conservation, endormi à jamais, attendant son triste sort, le mitraillage. » Là, je dois vous avouer qu'on s'est pincé parce qu'on connaissait évidemment ce type de technique, ce type de ventilateur, mais c'était la première fois qu'on en voyait un, non pas en chair et en os, mais en métal et en bois. Quand je vous dis que ça se rapporte un petit peu à Toutankhamon, on n'était pas loin pour nous. Alors, qu'est-ce qu'un ventilateur Guibal? C'est une fameuse amélioration dans le domaine de la ventilation des mines. C'est un ventilateur de type centrifuge. Et la ventilation dans les mines, c'est important que pour pouvoir exploiter un charbonnage, il faut deux puits, un puits d'entrée d'air, un puits de retour d'air. Sur le puits de retour d'air, vous avez un ventilateur qui ne pousse pas l'air dans le puits, mais qui l'aspire. En aspirant l'air, vous créez une dépression. Et plus le ventilateur tourne vite, plus la dépression est importante, et plus l'air va rentrer rapidement par le puits d'entrée d'air. Donc, si vous voulez une comparaison, ce ventilateur centrifuge de type Guibal, c'est une espèce de roue à aube. Vous avez l'air qui est aspiré ici. Donc là, vous avez la liaison avec le puits de retour d'air. La roue qui tourne et les palettes aspirent l'air. L'air est entraîné par les palettes et évacué par la cheminée que vous avez là. En 1800, donc ce ventilateur est la création de Théophile Guibal, un ingénieur des mines français. En 1877, 19 ans à peine après le dépôt du premier brevet, 355 ventilateurs de ce type étaient en service dans le monde, 85 en Belgique et 270 à l'étranger, dont 180 en Angleterre. C'est vous dire que ce matériel était à la pointe, parce que pour que les Anglais adoptent des techniques qui viennent autre part que l'Angleterre, il fallait vraiment que ça soit à la pointe. Alors, qui est... Donc voilà les caractéristiques techniques du ventilateur de Sainte-Eugénie. En blanc, ce sont les caractéristiques techniques du ventilateur qui est représenté sur le dessin. C'est un ventilateur du Levant de Flénu dans le Borinage. Et en rouge, ce sont les caractéristiques du ventilateur de Sainte-Eugénie. 7 mètres de diamètre, 2 mètres de largeur, 8 palettes en bois. Et ce ventilateur est entraîné par un moteur de 60 chevaux. Alors, qui est Théophile Guibal? Donc, c'est un ingénieur français qui est sorti de l'école centrale de Paris, un ingénieur des mines. Et il est le fondateur, avec un de ses compatriotes, Adolphe Barthélemy de Villers, de l'école des mines de Mons en 1836. Et dans la cour de l'école des mines, aujourd'hui, vous avez un monument qui représente les deux ingénieurs, de Villers et Théophile Guibal. Et sur le monument, Théophile Guibal a devant lui un plan d'un ventilateur Guibal et il montre ce ventilateur. Et voilà ce ventilateur remonté dans le forum du Bois du Casier. Donc le démontage remonte à 1999, donc on l'a découvert en 1995. On l'a démonté en 1999. Là, on a été pressé parce que le site était voué à la démolition. On a bénéficié notamment de la collaboration du bureau économique de la province de Namur, qui nous a laissé le laps de temps nécessaire pour pouvoir le sauver. On a bénéficié aussi de l'aide du démolisseur qui était là pour pouvoir disposer des engins de levage. Le ventilateur a été conservé quelques années au musée de l'industrie à Marché-Nompont, et en 2004, on a pu le remonter au Bois du Casier, à l'emplacement d'un ancien ventilateur. Vous remarquez qu'il a été remonté de manière didactique, on n'a pas remis le mur qui le ceinturait, qui l'enfermait. Donc ici, vous avez le ventilateur tel qu'il est présenté de manière didactique au Bois du Casier. Et c'est vraiment une pièce unique parce que c'est le seul ventilateur complet que moi, personnellement, je connais au monde. Il y en a peut-être encore quelques autres. Et vous avez un autre ventilateur de type Guibal qui est conservé en Silésie,
à la mine Reine-Louisa à Zabrze, donc en Pologne, mais ce ventilateur a été coupé en deux, donc vous n'avez plus qu'une moitié de ventilateur. Donc ce qui rend tout à fait ce qui montre le caractère unique de celui qui est conservé au bois du casier. Le deuxième objet, la deuxième pièce, c'est le camion de la centrale de sauvetage de Marcinelle, camion que vous pouvez deviner ici sur le carreau du bois du casier au moment de la catastrophe. Donc il est ici garé devant les bureaux. Je vais vous parler rapidement du sauvetage en Belgique avant de vous parler du camion. Donc la première centrale de sauvetage date de 1907. Elle a été implantée dans le Borinage, à Frameries, à côté d'une station d'expérimentation et de recherche qui existait déjà, parce qu'on faisait déjà des recherches sur le grisou et sur les appareils d'éclairage de sources importantes d'accidents dans les mines. Et donc, on a implanté la première centrale de sauvetage à Frameries. En 1908, évidemment, une seule centrale de sauvetage pour tous les bassins miniers wallons, c'est insuffisant. En 1908, un arrêté royal impose les exploitations grisouteuses d'avoir dans leurs installations des appareils respiratoires en nombre suffisant et des sauveteurs exercés à les porter. Mais c'est toujours relativement insuffisant. Vous avez ici, par exemple, une équipe de sauveteurs dans un charbonnage de Fontaine-l'Évêque. Et dans le Hainaut, les associations charbonnières du Borinage, du Centre et de Charleroi, en 1926, décident d'implanter une centrale de sauvetage dans chacun des bassins. À Frameries pour le Borinage, à Recet pour le bassin du Centre et à Marcinelle pour le bassin de Charleroi. Alors pourquoi Marcinelle? Parce que Marcinelle avait un gisement particulièrement grisouteux. Donc le gisement charbonnier en dessous de Marcinelle est particulièrement grisouteux. Donc c'était là où on était susceptible d'avoir le plus souvent un accident ou une catastrophe. D'autres centrales vont suivre. Pour Liège, ça sera Glin. Et ensuite, pour les charbonnages de Campine, ça sera une centrale dans chacun des charbonnages de Campine. La centrale de Marcinelle a été mise en service en 1930. Elle est le fruit de la caisse commune d'assurance de l'industrie charbonnière du bassin de Charleroi et de la Basse-Sambre. Et chacune des sociétés faisant partie du bassin de Charleroi et de la Basse-Sambre ont payé cette réalisation. Donc voilà les différents bassins, les différentes sociétés du Hainaut, les différents bassins du Hainaut, donc de gauche à droite, le Borinage, le Centre et Charleroi, donc avec une centrale de sauvetage pour chacun des bassins. Voici la centrale de sauvetage, la nouvelle centrale de sauvetage à Marcinelle, qui se trouve à l'avenue Eugène Mascot. Le premier camion de la centrale de sauvetage. Et ici, vous remarquez l'évolution. Et en bas à droite, vous voyez la salle d'entraînement des sauveteurs. Donc il y avait une salle d'entraînement où étaient reconstituer les différentes difficultés que l'on pouvait trouver au fond de la mine. Et les sauveteurs donc s'entraînaient dans cette salle. Ils s'entraînaient au port notamment de l'appareil respiratoire. Et pour les obliger de porter cet appareil respiratoire, on enfumait la salle, avec une fumée bien sûr qui n'était pas toxique, mais qui les obligeait à devoir mettre le masque. Donc en 1950, il y a des transformations qui sont apportées. Il y a des magasins, des dépôts de matériel, des garages, un auditoire, des salles de cours, une bibliothèque, un laboratoire qui viennent compléter la centrale de sauvetage. Et en 1955, on achète un nouveau camion. Ce camion est de marque Dodge. Il vient des États-Unis. Donc venant des États-Unis, vous avez le châssis, le moteur, la cabine avant. Et l'arrière a été carrossé par un carrossier spécialisé dans ce type de véhicule, donc dans les véhicules d'intervention, que ce soit les pompiers, les ambulances ou les corbillards. Et c'est un carrossier d'Anvers, le carrossier Van Dune. Donc voilà les caractéristiques du camion. C'est un camion qui fait 6 tonnes. Et c'est un camion qui peut accueillir le matériel nécessaire à 10 hommes en intervention. Donc ce camion sert de poste avancé de commandement. Il peut aussi servir d'atelier pour réparer le matériel qui est utilisé lors des opérations de sauvetage.
Donc la première intervention du camion, c'est le bois du casier, le 8 août 1956. Donc la centrale l'a acquis en 1955 et la première intervention, c'est le 8 août 1956. Donc là, vous le voyez à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure, près des bureaux. Vous le voyez ici, près des bureaux sur la photo de gauche, et ensuite on l'a positionné pour une plus grande efficacité à proximité des puits. Donc là, le camion est au pied des deux chaussées à molettes. Donc c'est à la fois un lieu de rendez-vous pour les sauveteurs, pour eux s'équiper. C'est là aussi ils reçoivent les instructions pour les différentes missions qu'ils vont effectuer au fond de la mine. Mais c'était aussi un endroit où les familles des sauveteurs pouvaient les retrouver afin de venir les saluer et surtout de les encourager et d'entretenir un peu leur morale vu les conditions pénibles de sauvetage. En 1984, le camion est toujours bien présent à la centrale de sauvetage de Marcinelle, donc il a pratiquement 30 ans. Heureusement, on ne l'utilise pas tous les jours. Il est bichonné, entretenu, on le sort une fois dans les rues de Marcinelle tous les mois pour lui dérouiller les roues. Et donc, il est pratiquement comme neuf en 1984. Mais 1984, ça correspond à la fermeture du dernier charbonnage wallon, le Roton à Farciennes, dans le bassin de la Basse-Sambre. Qui dit fermeture du dernier charbonnage dit inutilité de la centrale. À ce moment-là, la centrale espère pouvoir intéresser d'autres industries, industries chimiques, industries sidérurgiques, et organise une porte ouverte afin de sensibiliser ces autres industries dans l'espoir de pouvoir préserver les installations. Il n'y a aucun effet positif à cette journée porte ouverte, donc la centrale ferme et revend une partie du matériel. C'est comme ça que le camion est revendu à un collectionneur de véhicules anciens et ce camion est revendu à l'époque pour la somme de 10 000 francs belges, ce qui correspond à 250 € aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'on ne l'a pas donné pour rien. J'ai eu l'occasion, avec Michel Van Bellingen, parce qu'il fait partie aussi de cette histoire, j'ai eu l'occasion de le revoir une fois à Châtelet, un an après sa vente, en 1985. Vous voyez qu'il est encore en bon état. Et ensuite, le camion va s'évanouir dans la nature, va disparaître de la circulation. En 1996, grâce à la région wallonne notamment, on ouvre le site du Bois du Casier à l'occasion du 40e anniversaire de la catastrophe et du 50e anniversaire de la signature du protocole d'accord entre la Belgique et l'Italie. Et là, on a l'idée de ramener le camion sur le site du Bois du Casier pour le remettre dans son contexte à l'occasion des visites. Donc le site est pratiquement ouvert les mois d'été que pour permettre à un nombreux public de venir le visiter. Donc, je savais qui avait acheté le camion, donc je vais trouver la personne. Et là, il me dit, ça fait quelques années que je ne l'ai plus, je l'ai revendu à quelqu'un du côté de Liège, qui a un groupe folklorique. Et j'ai essayé d'en savoir plus, c'était circulé, il n'y a plus rien à voir. Je n'ai pas eu l'occasion d'en tirer beaucoup plus de cette personne. Donc, le camion avait disparu de la circulation. En 2006, à l'occasion du 50e anniversaire, je vais dire un peu en désespoir de cause, sans beaucoup d'espoir, on remet un avis de recherche dans le trimestriel d'information du Bois du Casier, avis de recherche, demandant de nous contacter si quelqu'un avait vent de ce camion, connaissait ce camion, ou pouvait nous dire où on pouvait retrouver ce camion. Et à la fin du mois de mars 2006, il y a quelqu'un qui m'appelle à l'accueil du Bois du Casier, je vais le trouver, c'était quelqu'un qui venait de Verviers, un chauffeur routier, un collectionneur de véhicules anciens d'intervention. Il me dit, j'ai peut-être quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez, vous venez voir. Je dois vous dire qu'on n'a pas traîné pour aller le voir. Il était venu peut-être le mardi ou le mercredi, et le samedi qui suivait, on était chez lui. C'était le samedi 1er avril 2006, et ce n'était pas un poisson. Et voici ce qu'on a trouvé dans son hangar. Donc, il n'y a pas de doute. Miraculeusement, les inscriptions d'origine étaient toujours bien présentes. Centrale de sauvetage sur les portières avant, carrosserie Van Dune à l'arrière. Donc, c'était bien le camion de la centrale de sauvetage de Marcinelle.
Évidemment, le moment est solennel, donc j'étais accompagné pour l'occasion de Jean-Louis Delatte, le directeur du Bois du Casier, et de Christian Josten, l'archiviste documentaliste. Donc on prend la pause. À gauche, vous avez Richard Majeron, le propriétaire du camion. Donc l'instant est solennel, on fait des photos, on prend ses marques, et rétrospectivement, inconsciemment, je me rends compte qu'on essayait de reporter le plus possible le moment de la négociation. Parce que bon, s'il nous avait appelés, c'est qu'il y avait quand même une idée derrière la tête. Et nous, on espérait pouvoir, si pas directement revenir avec, du moins avoir la promesse de pouvoir le ramener. Donc vient le moment de négocier. Quelle est la valeur d'un véhicule tel que celui-là? Valeur historique, symbolique, voire sentimentale, indéniable. Financièrement, comme valeur, c'est le poids de la mitraille au cours du métal à ce moment-là. Donc, le camion faisait 6 tonnes. La mitraille, c'est à peu près, bon an, mal an, 300 € de la tonne. Donc, ça faisait à peu près 1800, 2000 €. Donc, vient le moment de négocier. Et là, Richard Majeron nous dit, mais je pense qu'il est mieux chez vous que chez moi, et je vous l'offre. Donc là, j'en ai encore la chair de poule maintenant. C'était un moment, je pense, qu'on n'a pas oublié. Donc, en haut à gauche, la photo du camion quand il est arrivé à Verviers, et en bas à droite, le camion tel qu'on l'a découvert. Alors, on a enfin compris ce qui était arrivé au camion pendant les 20 ans où nous, on n'a plus une nouvelle. Donc, le camion avait bien été revendu par la personne qui l'avait racheté à Charleroi, non pas un collectionneur de Liège, mais quelqu'un qui était intéressé, il avait un groupement folklorique. La personne de Charleroi, je me suis vite rendu compte que finalement, ce n'était pas le camion de la centrale de sauvetage qui l'intéressait, mais l'ancien camion, parce que c'était un collectionneur de véhicules anciens, il faisait des compétitions de véhicules anciens, et ce camion l'intéressait pour mettre le matériel nécessaire aux courses de voitures anciennes. Et c'est pour ça que quand il en a été lassé, il l'a revendu à quelqu'un à Liège. Et vous voyez là ici, les flambeurs, c'est le nom du groupe folklorique. Avoir un camion rouge comme ça et pouvoir inscrire les flambeurs dessus, ben, ça n'a pas de prix. Le propriétaire de ce camion à Verviers s'en est lassé également et est allé trouver Richard Majeron. Donc il savait que Richard Majeron était intéressé par ce type de véhicule. Il lui a dit, voilà, moi le camion est dans un champ. Si tu veux, tu le reprends, je te le donne. Sinon, moi je fais passer le ferrailleur, il ne m'intéresse plus. Donc Richard Majeron l'a pris, dans l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose, mais c'était un peu, à mon avis, un peu trop gros pour lui. Et quand il a vu l'appel qui a été lancé en 2006 dans l'espoir de retrouver le camion, c'est comme ça qu'il a pris contact avec nous. Donc voilà le camion qui revient au Bois du Casier le 20 mai 2006. Et François Mérès, un muséologue belge, a dit, non pas pour le camion, mais en général, l'esprit de l'objet le pousse à revenir chez lui, et ça correspondait tout à fait à l'histoire du camion. Le camion, on l'a sorti directement à l'occasion des commémorations du 50e anniversaire, à l'occasion de la visite royale le 23 mai 2006, autour du camion, le roi et la reine ont rencontré les anciens sauveteurs, les anciens mineurs et les familles des sauveteurs qui sont descendus à l'occasion de la catastrophe du 8 août 1956. Ici, vous avez le fils d'un sauveteur marocain du Borinage qui est en train de montrer une photo à la reine Paola. Alors, le camion est resté dans son jus dans nos réserves jusqu'en septembre 2015. Et là, on a commencé la restauration pour le présenter à l'occasion du 60e anniversaire en 2016. Alors, si vous faites attention, ici, c'est la photo des coffres où on mettait les masques respiratoires. C'est bien la preuve que le camion a fait les cavalcades et le carnaval. Vous avez là des confettis et des gobelets de Jupiler. Donc, le camion a bien été détourné de sa vocation première et a bien fait le carnaval. On a même retrouvé dans un des coffres une médaille du Bois du Casier. Donc, pas de doute, il était bien là, au Bois du Casier, le 8 août 1956. Quelques photos de la restauration. Le voilà présenté
dans un espace consacré aux sauveteurs. Donc, il nous tenait à cœur, pour le 60e anniversaire, de rendre hommage aussi aux sauveteurs qui ont risqué leur vie dans l'espoir de sauver les mineurs qui étaient bloqués au fond de la mine. Une photo importante de l'équipe qui a travaillé sur le camion, Michel Van Bellingen à gauche, qui a terminé sa carrière comme responsable technique au Bois-du-Casier et avec qui j'avais découvert en 1995 le ventilateur Guibal. Vincent Mentino, le carrossier fils de mineur, qui a travaillé sur le camion. Patrice Delaunoy au milieu, qui était le chef ouvrier. Et alors, c'est symbolique aussi. Michel Pilat, le deuxième en partant de la droite, qui est le mari d'une orpheline du Bois-du-Casier. Et Daniel Bernard, à droite, qui est un orphelin du Bois-du-Casier. Donc il y avait autour de ce camion, pour sa restauration, une chaîne de solidarité qui s'était installée. Donc non seulement au sein du Bois-du-Casier, mais on a aussi reçu l'aide de différents autres organismes. On a les plaques d'origine qui ont été refaites, donc les plaques d'immatriculation qui ont été refaites par le musée d'Itteren. On a reçu de l'aide aussi du musée des pompiers pour retrouver certaines poignées de coffres. On a eu aussi l'aide du musée des véhicules de la police pour le gyrophare. Il y a vraiment une chaîne de solidarité qui s'est créée autour du camion afin de le représenter à l'occasion du 60e anniversaire. Vous avez au-dessus, à gauche, Richard Majeren quand on l'a rencontré la première fois, à Verviers, le 1er avril 2006, et Richard, tout heureux, à Marcinelle, le 27 avril 2016, devant le camion restauré. Et Richard Majeren, moi je l'ai surnommé Richard Cœur de Camion. Paul Éluard a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, à condition d'être à l'heure, d'être ponctuel, parce que les planètes ne sont jamais longtemps alignées. » Et je vais terminer mon exposé comme je l'ai commencé, avec un peu une leçon de savoir-vivre. Ici, c'est Louise Dalck. Ça date de 1880, donc c'est contemporain de la baronne Staff. Et voici ce qu'elle dit à propos des dons. L'art de donner est des plus multiples, il est compliqué. L'art de recevoir est plus simple, il ne demande qu'une qualité, la reconnaissance. Reconnaissance que j'ai notamment vis-à-vis des équipes qui ont organisé ces journées consacrées au patrimoine industriel. Donc merci à eux et merci à vous pour votre présence. Merci Alain pour le strict respect du timing. Voilà, il ne fallait pas s'inquiéter. Voilà, tout à fait, parce que hier on s'est téléphoné, je lui ai dit tu as 100 dias, je suis un peu inquiet. Et merci, ça nous permet d'avoir une petite séance de questions-réponses, une fois n'est pas coutume. On a 10 minutes pour quelques questions s'il y en a. On a même des micros. C'est celle-là, hein? Non, c'est... Ah oui, voilà, je vous en prie. Oui, mais j'essaie de voir d'abord s'il y a... Quand je vais